Ouais. C'est parti pour l'embarquement. Il est trop pressé là. Faut pas le rater celui-là. Et pourquoi on était si pressé ? Parce qu'on avait déjà perdu 3 jours de notre périple. Et oui, on en a fait du chemin avant d'en arriver là. Pour notre premier road trip, on a choisi de faire le tour de l'Irlande à moto, en commençant depuis Cork et en terminant à Dublin, d'où nous prendrons un ferry pour le Pays de Galles afin d'aller voir une amie. Alors bien évidemment, chacun sa moto. Nico prend sa Suzuki V-Strom et moi, ma Royal Enfield Himalayan. Pour la petite histoire, j'ai acheté la Royal Enfield parce qu'avant ça, je roulais avec une Honda CB500 de 2002 et je craignais qu'en 2 semaines de road trip, elle ait raison de mon dos. Je me suis dit que pour un premier road trip, c'était peut-être un peu plus sage de prendre une moto plus adaptée au voyage. On connaît le départ, l'arrivée, le sens, mais on n'a pas vraiment d'itinéraire. On n'a rien réservé pour dormir, on s'est équipé pour pouvoir camper un peu partout, et l'idée c'est de choisir vraiment au jour le jour notre programme. Pour les connaisseurs, vous l'aurez remarqué, c'est pas une Himalayan qui monte dans le bateau. Mais je vous l'ai dit, il nous en est arrivé des choses avant d'embarquer. Comme on habite dans le Finistère, à la base on s'était dit on part tôt et on passe par la côte nord pour arriver à Roscoff. Mais comme on n'est pas des exemples de ponctualité et d'organisation, on a tracé par la voie express. Enfin, tracé les 40 premiers kilomètres, quoi. D'un coup, j'ai senti une perte de puissance de ma moto. Dans la foulée, le voyant moteur s'est allumé, me conduisant à m'arrêter sur le bas-côté. Voilà. C'est bien, au moins on est rodé dès le début du voyage. On a tout de suite pensé à un problème d'huile dans le moteur. Enfin, je dis on. Nico, quoi. Alors on a été chercher un bidon d'huile dans les environs de Landivisio, là où j'étais tombé en panne. Dans le même temps, on a appelé David de la concession Royal Enfield qui nous a clairement déconseillé de prendre le ferry avec la moto dans cet état. Il suspectait une surchauffe du moteur et il voulait voir si ça avait engendré de la casse à l'intérieur. Et il nous a proposé de regarder ça le lendemain, au calme. La décision est dure à prendre, mais il faut se rendre à l'évidence, prendre la route ce soir était beaucoup trop risqué. Heureusement, le temps qu'on fasse l'aller-retour pour aller chercher de l'huile, le voyant moteur avait disparu. J'ai donc pu redémarrer pour au moins rentrer à la maison pour ce soir, et on verra la suite demain. On achète de quoi grignoter pour ce soir, en gérant notre frustration comme on peut, et on rentre à la maison. Allez, allons voir ce qui se passe dans le moteur de cette Himalayan. On avait encore espoir de partir immédiatement après le passage à la concession. Du coup, on a équipé nos motos comme si on prenait la route juste après. Mais on va vite déchanter, parce qu'il suffira aux mécaniciens de faire tourner le moteur pour poser leur diagnostic. Remplacement complet. Je dois donc laisser l'Himalayan ici et trouver un autre moyen d'aller en Irlande. Bon, on n'a pas réfléchi longtemps, il n'y avait pas 36 solutions. La CB500 était là. Je n'avais juste pas de bagagerie, donc il a fallu qu'on trouve un sac de sièges passagers pour remplacer les valises de l'Himalayan. Coucou ma petite moto d'amour. Bon, je sais que je t'ai délaissé ces dernières semaines, j'espère que tu m'en veux pas trop, mais ça te dirait là un petit voyage de dernière minute en Irlande ? Va voir ton indienne de merde. Par chance, on a trouvé un sac SW Motec qui se fixe sur la selle passager et qui avait une contenance identique aux 2 valises de l'Himalayan. Autre point important, l'étanchéité. D'autant plus en Irlande, qui est un pays pluvieux, il fallait impérativement que ma bagagerie soit étanche. Le seul inconvénient, c'est que comme c'est un seul sac et pas 2 valises distinctes, il fallait correctement équilibrer les affaires à l'intérieur pour éviter que le sac ne penche d'un côté ou de l'autre pendant qu'on conduit. Et ben voilà! On a pris la route le lendemain, en fin de matinée. Le petit détail, c'est qu'on était jeudi et qu'il n'y avait pas de ferry pour Cork avant le vendredi soir. Mais quitte à être en congé, on a décidé d'aller tester notre matos de camping près de Roscoff en faisant un tour du côté de Plestin-les-Grèves. En plus, ça nous permettait de voir si la façon dont on avait équipé nos motos était la plus optimale et au besoin, de rectifier le tir avant le grand départ.
soirée. Ok. Et du coup, Installez-vous, mais installons-nous, tu sais lequel t'as réservé? non. Bon je crois que c'est moi qui vais m'occuper des réservations en Irlande, hein. En tout cas, pour un premier camping, on n'est pas trop mal. Une petite vue sur la mer, bien sympathique. Il est temps de monter notre superbe tente Quechua Fresh and Black. On n'a pas pris de tente 2 secondes pour des raisons évidentes de praticité de transport. Initialement, on avait acheté la Fresh and Black classique 2 personnes, mais en la testant, on s'est vite rendu compte qu'on serait très à l'étroit avec toutes les affaires de moto qu'il fallait ranger dedans. Du coup, on a opté pour une 3 places qui nous offrait bien plus d'espace et donc de confort. Voilà, Nico nous a conçu un palace, mon pote. Bah oui. Bah oui, il est parfait ce palace. Heureusement qu'on a pris la CB500 et pas l'Himalayan. Parce qu'on n'aurait pas pu faire ça avec une Himalayan. On aurait vomi tout le Voilà. Petite préparation à réchauffer sur le camping gaz et on va vite s'écrouler dans nos duvets après ces 2 jours d'émotion et de stress. Demain, le bateau n'est qu'à 20h30, mais même en sachant ça, on est tenté d'aller sur le quai dès midi pour être sûr de ne pas le rater cette fois-ci. Il est bon le café. à la maison. Initialement, j'avais fait un petit mototour pour expliquer un peu comment on s'était organisé au niveau des affaires, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un bruit de fond à cause du vent. Du coup, je vais le faire en voix off. Là, je suis en train de vous montrer les supports de GoPro qu'on a positionnés sur chacun de nos guidons et sur chacun de nos casques. Le fameux sac de sel qu'on a dû acheter en catastrophe et dans lequel on a rangé tous nos vêtements, nos sacs de couchage, nos matelas, nos oreillers. Dans mon top case, on a rangé nos affaires de pluie pour qu'elles restent accessibles si jamais il se met à pleuvoir, une paire de gants de rechange et nos gourdes. Du côté de Nico, on a sa valise de fringues sur la droite et la tente posée sur la selle passager. On a choisi de laisser son top case vide, comme ça nous permet d'y ranger nos casques quand on part en balade à pied. Dans la valise gauche, on a mis tout le nécessaire de camping, vaisselle, casserole, réchaud, tonnelle, bouteille de gaz, fil à linge, nécessaire de nettoyage. Au final, le plus long dans tout ça, c'est de fixer la tente sur la selle de Nico parce qu'il faut vraiment éviter qu'elle bouge pendant qu'on prend la route. Allez, petite balade à pied histoire de profiter une dernière fois de la mer, et on reprend la route. Ce jour-là, pendant qu'on avançait sur notre itinéraire, on a eu le droit à une démonstration de la patrouille de France. Alors ouvrez l'œil, il se passe des trucs sympas dans le ciel.
On n'a clairement pas voulu jouer une deuxième fois avec les horaires du bateau. Du coup, on est parti patienter dans un bar à proximité du port en attendant l'embarquement. C'est parti pour l'embarquement. Il est trop pressé là. Faut pas le rater celui-là. En direct de la file d'attente de l'embarquement. Ça y est, enfin, 3 jours qu'on attend ce moment. On part enfin à Cork. Notre périple peut commencer. À ce moment-là, on est super impatient d'arriver pour commencer à sillonner les routes irlandaises. On se dit aussi que, vu les montagnes russes émotionnelles de ces derniers jours, il ne pouvait rien nous arriver de pire. Et on était loin d'imaginer que sur ce point-là, on se trompait. Putain, ça commence bien, on trouve pas notre étage. On est des pauvres, nous, donc on n'a pas tous les escaliers qui mènent à notre siège. Oh, coucou toi. Ah bah voilà, on a trouvé notre étage. Bon, et il n'y avait pas que l'étage qui était difficile à trouver. Il y avait le bar aussi. Mais de toute façon, la fatigue a rapidement pris le dessus et on est vite parti se coucher. Pendant la traversée, Nico avait repéré un Irlandais et sa femme qui buvaient un coup à une table du bar. Il est allé leur demander « Si vous aviez un coin à nous recommander de visiter en Irlande, quel serait-il » Bon, forcément en anglais ça sonnait pas comme ça, mais vous avez compris. John, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait, nous a recommandé de visiter la péninsule de Dingle, à l'ouest de l'île. On garde cette info dans un coin de notre tête, et on prend la route vers notre première étape, le Ring of Kerry. On essaie de s'acclimater à la conduite à gauche, mais c'est vraiment pas évident. Le plus dur, c'est de se faire au sens des ronds-points et des intersections et d'abandonner nos réflexes de conduite à droite.
Voilà, incroyable expérience irlandaise avec un temps magnifique, des rafales de vent. Oh, ça décoiffe. Hein, on va vite continuer la visite, hein, parce que là ça mouille. Bon, je sais pas si on m'entendra. De toute façon, c'est hors des questions que j'enlève mon casque. C'est le gros déluge. J'ai une piscine dans mon pied gauche. On est tellement trempé que même les mousses à l'intérieur des casques sont mouillées. On a des gouttes de pluie à l'intérieur des visières, ce qui fait qu'on voit plus rien. Nico est en train de nettoyer son casque comme il peut. Ce soir, ça va être hôtel, en espérant qu'on en trouve un à la dernière minute. En plus, la route est pas ouf. Et il y a du vent de malade qui nous déporte aussi sur la route. Bien flippant, surtout pour une première journée de conduite à gauche. On adore, bienvenue en Irlande. On a encore 1 heure de route là. J'espère qu'on va trouver un hôtel un peu sympa et de quoi manger pour se récompenser dignement, parce que là, clairement, oula, vu la journée qu'on vient de passer, il y a intérêt que le repas soit bon ce soir. Ça fait une sacrée ambiance là. La météo avec le paysage, les roches, la végétation. On va quand même essayer de profiter de ça, même si les conditions sont vraiment pas optimales pour nous là. C'est un peu dur, j'avoue. Pour un premier jour, on s'attendait quand même à quelque chose de plus accueillant. Tout à l'heure, Nico nous en a fait une belle. Il a pris une intersection. Il a tourné sur la droite. Alors je sais pas pourquoi. En plus on a plus d'intercom parce que moi j'ai plus l'habitude en bien. Il est tourné sur la droite de la route. Et il y a une voiture qui arrive en face et genre il a mis 5 secondes à réaliser que moi je suis en train de me klaxonner. Il a fait 5 secondes à réaliser qu'il n'était pas du bon côté de la route. Là il fait un 5-10 au final. Hein. Plus qu'une journée pour s'habituer à conduire à gauche. Il perd tout dans les réflexes en plus. Les freins à l'envers, il n'y a pas de priorité à droite. Les intersections, il faut bien penser quand on tourne à gauche à tourner avant les voitures qui viennent de cette rue-là.
it! Oh mon Dieu! Je suis frigorifiée. Je pense que je pourrais me pisser dessus. Je le sentirais même pas. Tellement je suis trempée. Et je sais toujours pas où on dort ce soir. Ouh. Mon Dieu. Ah, c'est trop content. Je sais pas ce que ça donne sous beau temps. Je le saurais probablement jamais d'ailleurs. Mais si déjà avec ce temps là, c'est aussi beau, je me demande ce que c'est par temps ensoleillé. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est dur. Oh là 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 là. On a continué comme ça pendant un bon moment pour essayer de trouver un endroit au sec pour sortir nos téléphones et réserver un hôtel. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que des hôtels, il n'y en avait pas à moins de 200 km de là où on était. Alors on s'est arrêté dans le premier bar qu'on a trouvé, le Blackwater Bar, en espérant trouver un peu d'aide. Alors, on a juste demandé un café allongé. On est quand même super bien reçus, quoi. Et en plus, elle va peut-être nous trouver un hôtel, la patronne du bar. Elle connaît quelqu'un, elle est partie l'appeler, savoir si elle peut nous accueillir ce soir. On croise les doigts, très très fort. Cette fameuse amie affichait complet pour sa chambre d'hôte ce soir-là. Mais elle a quand même accepté de nous héberger dans la chambre de ses enfants. Par chance, elle n'était qu'à 1,5 km de là où on s'était arrêté. On s'est donc empressé de s'y rendre pour être au sec. Notre désespoir a payé, puisque on est détrempé. On a étendu toutes nos affaires, mais ce sera jamais sec pour demain. Et on avait encore 1 heure de route normalement, mais on n'en pouvait tellement plus et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un hôtel. On s'est arrêté à Blackwater Tavern. C'est un bar qui fait station essence et épicerie en même temps. Et en fait, on a discuté avec la patronne qui nous a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui potentiellement avait des chambres de dispo. Et elle a contacté une amie à elle qui nous dépanne cette jolie petite chambrette pour ce soir. Donc, petite douche, hein, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Et après, au lit, clairement. Décidément, il est déjà plein de rebondissements ce périple irlandais. On espère que ça se calmera par la suite. Pour ce qui est de la météo, elle sera clémente avec nous. Par contre, pour ce qui est des mésaventures, c'est une autre histoire. Il n'y a absolument rien qui a séché cette nuit, à part les vêtements de pluie qui sont faits pour ça, mais celle-là, elle est trempée de chez trempée. Ma veste aussi. Il y a encore les gouttes sur mon casque. Les mousses à l'intérieur, elles sont trempées. Ah, ça va piquer de prendre la route. Bon, en vrai, le plus dur, ça a été de remettre nos chaussures trempées et de sentir les chaussettes se mouiller au contact de la semelle. Je pense qu'il n'y a rien de pire comme sentiment. On laisse un petit mot de remerciement à nos hôtes et on grimpe sur nos motos pour vite oublier tout ça et créer de nouveaux souvenirs. Aujourd'hui, on va sur la presqu'île de Dingle. Vous savez, celle qui nous avait été conseillée par John sur le ferry.
les gens peuvent circuler sur la plage en voiture. Du coup, Nico, il a quoi comme idée dans la tête? Mais si les gens peuvent y aller en voiture, ça veut dire que nous, on peut y aller avec nos motos. Oh là, oh là. Ça va? Je peux pas poser la mienne. Ah. Attends. C'est vrai? Merde. T'as freiné de l'avant. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, it's hard on the sand. Merci monsieur. Allez, go. Pas m'en coller une. Panique pas Nono. Ouais. Moi j'aurais pris à gauche. Mais vas-y d'un coup. Eh ben ça tombe bien, il y avait du sable dessus. On a fait un petit arrêt à Dunmore Head. C'est un endroit assez touristique, mais ça se comprend vu la couleur de l'eau qui contraste avec le vert vif des falaises. Après, sans vouloir faire ma chauvine, ça ressemble quand même beaucoup à la Bretagne. Eh oh Nico, drive left. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. À ce moment-là, on s'était trompé de route, mais ça a plutôt des bons côtés vu le paysage qu'on a sous les yeux. Je vais revenir quelques instants sur ma chute. Le sable, c'est pas connu pour être très stable, et moi, je suis pas connu pour être très à l'aise sur les sols pas très stables. Du coup, j'ai paniqué, j'ai freiné, et je suis tombé. Mais rassurez-vous, la machine n'a rien, et moi j'ai juste quelques bleus, mais ça devrait aller. Les paysages varient très fréquemment ici. Du coup, on s'est rapidement à nouveau retrouvés dans des routes de montagne, pour le plus grand bonheur de Nico qui nous a largués, moi et ma moto bridée, pour aller s'amuser dans les virages.
On est arrivé pile à l'heure pour prendre le ferry à Tarbert, où on avait 20 minutes de traversée pour arriver jusqu'à la marina de Kilrush, où on avait prévu de passer la nuit. Bizarrement, on est bien plus serein de planter notre tente avec cette météo. Par contre, le gérant de la marina a dû bien rigoler, lui. Comme il était pas là, il nous avait gentiment planqué des jetons pour prendre une douche dans la laverie. Par contre, il avait pas prévu qu'on ne comprenne rien à son accent très prononcé. La recherche des jetons s'est révélée être un véritable escape game. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu de ce soir, Nicolas? Bah, la régalade, hein. Je suis désolé. J'appelle ça comme ça. Des petites brochettes chips en guise d'apéritif, ainsi que des petites brochettes chips tomates en guise d'apéritif, une bière pour deux, des tranches de fromage Pour 4. avec du pain de mie multigrain, attention, c'est écrit là, multigrain, et après, en plat de résistance, attention, des lentilles qui se sont ouvertes dans la valise, des pâtes instantanées, Cantonese style, et des spaghettis bolognaises. T'ajoutes à ça une journée de moto dans les pattes, une chute sur la plage et des jambes engourdies, et t'obtiens une bonne nuit de sommeil. C'est good. Nous sommes actuellement en direction des falaises de Moher, vers le nord-ouest de l'Irlande. Et après, on va aller visiter la région du Connemara. Coucou les vaches! Coucou les vaches! Coucou les vaches! On suit la Wild Atlantic Way! La WOW! Nico il se moque de moi parce que au début de notre périple on a croisé des panneaux de chantier avec écrit Straight Ahead Wow, genre W-A-W. Donc je lui ai dit bah là il y a écrit Wow sur les panneaux, ça veut dire que ça doit être beau quoi. Et en fait non, c'est le nom de la route, c'est la Wild Atlantic Way. Ceci dit elle est quand même jolie. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelée comme ça. Hein. Après tout. J'ai vérifié l'info. La Wild Atlantic Way est une route touristique côtière d'Irlande qui parcourt le littoral ouest du pays, du nord au sud. Elle est divisée en 6 sections, dont une constituée de grandes falaises. C'est dans cette section que l'on va s'arrêter pour aller visiter les falaises de Moher. Il y a du monde. C'est Orestec. Comment ça, il n'y a pas de parking de roues? C'est scandaleux. Plutôt paisible comme endroit, bien que fréquenté par beaucoup de touristes. Ici, même les vaches ont le droit à leur petite vue mer. Faut dire qu'il y a de quoi faire avec 8 km de long et 214 mètres de hauteur au point culminant. Nico nous a trouvé de quoi se fondre un peu plus dans la population locale. On est fin prêt à repartir.
L'itinéraire passe par la région de Buren et on a prévu de s'arrêter dans la ville de Galway pour pique-niquer avant d'aller admirer les lacs et les paysages du Connemara. Ah, il fait chaud, hein. On va pas s'en plaindre, hein. Bon ben voilà, on vient de finir les falaises de Moher et maintenant direction la région de Buren, qui a priori est sympathique niveau route. Nous allons voir très rapidement ce que ça donne. Petit à petit, les maisons de campagne ont laissé la place au lac et au relief du Connemara. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, on croisait aussi de moins en moins de voitures et de plus en plus de moutons. On a profité tout l'après-midi de la route en alternant entre lacets et lignes droites dans ce paysage sauvage. Et c'est reparti pour de la pluie. En fait, je suis sûre qu'en Irlande, c'est un peu comme dans The Truman Show. Dès qu'on arrive sur un paysage un peu stylé, un peu mystique, forcément, il y a de la pluie. Sinon, c'est pas la vraie Irlande, quoi. Je pense que c'est ça, l'explication.
Bon, finalement, la pluie ne nous aura pas embêté plus d'une demi-heure. On garde nos équipements au cas où, mais on peut quand même profiter des routes qui n'ont pas eu le temps d'être trop humides. Bonjour. On traverse pas la route comme ça, monsieur, hein. Allez, on en a suffisamment pris plein les yeux. Direction le camping de Carrowkeel, près de Castlebar, où on a prévu de planter notre tente. Le gérant tient aussi un bar-restaurant à disposition des campeurs. Ça nous a permis d'avoir un repas chaud et de trinquer à cette belle journée. Bon, ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas eu d'ennui, non ? C'est la deuxième panne. J'attends l'assistance. Je vous avais dit que ça n'allait plus tarder. Il n'aura pas fallu 5 minutes après notre départ du camping pour que Nico me crie à l'intercom. « Arrête-toi, Nono, arrête-toi, tu fumes !» Et en effet, le constat était sans appel, fumée blanche et roue pleine d'huile. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas glisser. Oh, s'il va le faire. Bon, cette fois-ci, on s'est vite rendu à l'évidence. On n'allait pas réussir à repartir sans assistance. Donc on a appelé l'assurance. Ian, le dépanneur, est arrivé vers 13h20, soit environ 1 heure plus tard. La configuration de la route ne rendait pas les choses évidentes, mais il a fini par réussir à se garer de notre côté. Pendant ce temps-là, Nico avait eu le temps de regarder ce qui se passait du côté du moteur. Il suspectait une fuite au niveau du filtre à huile, ce qui collait avec la révision que j'avais faite juste avant de partir. Il suffit de trop le serrer pour que le joint se déloge et n'assure plus l'étanchéité. Ouais, puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la moto ne rentre pas sur les axes du dépanneur, donc il peut pas nous dépanner. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution là, mais il est en train d'essayer d'appeler un collègue, voir si on peut, s'il peut venir la chercher ou quelque chose, parce qu'il n'est pas serein de faire autant de route vu que le garage est à 1h15 de route. Dans ces conditions-là. Et bien évidemment, le garage à 1h15 de route était situé en arrière sur notre itinéraire. Ian a essayé d'appeler un collègue pour mettre la moto dans un camion, mais il n'était pas disponible. Il a fini par faire des trous dans son propre matos pour être certain que la moto ne bouge pas pendant le trajet.
Il aura passé au total 2 heures à fixer et sangler la moto, ce qui fait qu'on a repris la route vers 15h30. J'ai bien vu que ça ne l'arrangeait pas non plus de nous amener si loin. Dans la voiture, il m'a dit qu'il connaissait, pas loin d'ici, un magasin qui vendait des tondeuses et des quads de la marque Honda. Il m'a proposé d'essayer d'y aller pour voir s'il n'avait pas un filtre à huile compatible avec ma moto. Mais avant, petit arrêt à la station essence pour boire un coup, parce qu'évidemment, il fallait que cette panne nous tombe dessus par temps magnifique et forte chaleur. À la station essence, Yann a croisé un ami à lui qui travaille dans la mécanique. Il lui a demandé s'il acceptait de nous accompagner au magasin de tondeuses pour éventuellement remplacer le filtre si on en trouvait un autre, ce qu'il a gentiment accepté. Bon, on a peut-être un petit espoir pendant la route et après nous avoir acheté des petites boissons énergisantes. Décidément, il est vraiment sympa ce dépanneur. Il a eu une illumination, il connaît un gars là qui s'occupe de tondeuses et de quad. Et peut-être qu'il sera en mesure de réparer la moto, donc on est en train de voir et d'attendre voir ce qu'ils en pensent. C'est que des quads et des tondeuses Honda. Bingo! On trouve un filtre qui correspond pile poil niveau diamètre. On en achète 2, au cas où, ainsi que 2 bidons d'huile, et les gars remplacent le filtre directement sur la remorque. En enlevant le filtre en place, on a pu voir qu'effectivement, le joint était rompu. Mais on ne saura pas si la fuite est uniquement liée à ça. Il va juste falloir l'espérer et on verra ça en roulant. Il est 16h10 quand la moto descend de la remorque et il nous reste un truc à régler, la roue arrière. La fuite avait projeté de l'huile sur la roue, alors il fallait impérativement la nettoyer pour éviter de glisser et récupérer de l'adhérence. Direction le car wash où nous en profiterons pour pique-niquer. Ça, c'est du spot à pique-nique. Putain, la vue est incroyable. Magnifique. Putain, mais c'est super paisible. Mais l'Irlande, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est pour ça que j'avais mis sur la béquille centrale. Bah oui, mais j'ai pas osé avec le savon et tout par terre. Je me suis dit, laisse tomber. Avec la queue et l'attente au car wash, nous ne serons en mesure de repartir qu'à 17h30. Ça nous fait forcément renoncer à une partie du programme, mais on a trouvé un lac sympa pas loin avant de rejoindre un camping à Roses Point. Bon, je vous ai pas filmé ce moment mémorable, mais une journée de merde, ça reste une journée de merde. Hein.
Ça fait une demi-heure. On était censé aller là-bas, manger. Genre devant le coucher de soleil. Mais comme vous pouvez le voir, le soleil est déjà couché. Parce qu'en fait, lui là, le gros Nasos là, ben, il a mis ses clés dans son top case et il a fermé son top case. Sauf que son top case, bah, il y a besoin des clés pour l'ouvrir. Donc en fait, il a dû crocheter son top case pour récupérer ses clés. On vient de passer 3 quarts d'heure à essayer de trouver les clés en se demandant où elles étaient, quoi. Puis bah en fait, on s'est rendu à l'évidence, elles étaient dans le top case. Ouais, en sécurité. En sécurité, ouais, et puis top case bien sécurisé, hein, parce que... Bon, origine Suzuki. Ouais, voilà, il a mis 10 minutes au moins à le crocheter, quoi. Voilà, allez, du coup, on va prendre l'apéro dans la tente. On va se coucher. Finalement, on trouvera quand même le courage d'aller boire un coup dans un pub et de faire connaissance avec 2 poissons jaunes fort sympathiques. Aujourd'hui, pas de programme particulier à part se diriger vers l'ouest en passant par de belles routes. Et on sera servi. En attendant que notre linge finisse de sécher sous haute surveillance, on part se balader un peu sur la côte avant de prendre la route. On était tranquillement en pause déjeuner sur cette magnifique plage, quand Nico, qui a peur de la marée qui monte, on dirait un Parisien en vacances en Bretagne, a commencé à détaler comme un imbécile, parce que la mer est montée jusque là. Il ira bien quand il sera trempé. Franchement, je pense que ça ne m'aurait pas déplu tellement le temps était magnifique. Le reste de l'après-midi se déroulera sans embûches et avec une moto qui roule, ce qui est plutôt bon signe. Ah si, on a quand même Nico qui se fera piquer par une guêpe qui est parvenue à rentrer sous son blouson de moto. Mais à ce niveau-là de poisse, ça c'est devenu du registre débutant.
ce soir, c'est glamping. Pour ceux qui, comme nous, ne connaissent pas le concept, le glamping est la contraction entre les mots glamour et camping et fait référence à un mode de camping alternatif plus confortable. Ça fait très aquarium comme logement. 2 lits doubles superposés. Une petite salle de bain. Et un petit salon. Voilà. Le strict minimum, c'est le principe du glamping. Mais c'est sympa pour la nuit. De toute façon, on n'a pas trouvé autre chose pour planter la tente. Donc, là-dedans. Après ce copieux petit déjeuner et une nuit glamping bien au chaud, nous voilà repartis vers la chaussée des géants en Irlande du Nord. Nous revoilà sur la route. Direction la chaussée des géants dans 3 heures à peu près. En passant par un petit parc national qui a des routes assez sympas. Et on va passer la frontière pour rentrer en Irlande du Nord. Donc à partir de ce moment-là, les panneaux sont plus en kilomètre/heure et en miles. Et on ne verra plus en euros mais en livres. Ouais, là ça va être compliqué. Bon, à la base, je devais avoir une moto qui avait un compteur en miles, mais on sait déjà ce qui lui est arrivé. 50 miles, ça doit être... Ok. Ça doit être 80 quoi. Bon, je dis on, mais c'est surtout Nico, vous vous en doutez. Et il avait vu juste. La Northwest 200 est l'une des 15 courses organisées sur la voie publique dans toute l'Irlande et longue de près de 15 km. Elle attire plus de 150 000 spectateurs du monde entier chaque année.
Bon alors moi je veux bien, hein. On dit l'Irlande, tout ça, il pleut, faut prendre des vêtements longs parce que on sait jamais, la météo elle est changeante, on peut être trempé. Alors on a vu, hein, le premier jour effectivement on était trempé. Mais le truc c'est que moi du coup, moi je m'habille en long tous les jours. Nico, bon, il a son t-shirt, on est en jean. Mais là, la météo elle peut pas changer là. Là il fait beau, il fait beau. On nous avait pas dit ça, que c'était possible. On finira la journée par longer la côte jusqu'à la petite ville d'Antrim, sous un magnifique soleil couchant.
Après toute cette route, on avait très envie d'aller se poser dans un pub bien typique du coin. Et on a été servi. Le Madden's Bar a su nous accueillir comme il se devait. On a même réussi à y faire diffuser la musique de chez nous. Non, non, de la vraie musique de chez nous. Putain, on aurait dû leur mettre Michel Sardou hier soir. Ouais, bon, j'avoue que là, on a un peu subi la route. On a fini derrière le bar après la fermeture, avant d'aller faire des karaokés en pleine rue avec un habitué, et on a dû rentrer vers 4h du matin. Donc forcément, quand il faut prendre la route le lendemain, ça pique un peu. Aujourd'hui, l'objectif est simplement de se rapprocher de Dublin. On va rapidement prendre un ferry et discuter avec les moutons locaux. Oh oh. Avant de déguster un bon gros chocolat chaud à Newcastle. Ouais, la journée n'a clairement pas été productive. Pour cette dernière nuit en tente, Nico nous a réservé un petit camping familial un peu plus loin. À ce stade du voyage, planter notre tente n'a plus aucun secret pour nous. Des petits raviolis avec du fromage râpé. On gobe notre petit déjeuner et on prendra la route rapidement le lendemain matin. On est beaucoup trop pressé d'arriver à Dublin. Si on avait su ce qui nous y attendait. Cool, c'est tout ce que j'ai pas pu filmer hier. Direction Dublin. On va mettre pas mal de temps à trouver notre hôtel et tourner plusieurs fois en rond. Mais comme on prend un ferry tôt le lendemain matin, on s'est fait plaisir et on a pris un hôtel 3 étoiles. Là, on monte en gamme. Et le lit est plus grand que notre tente. Regardez le cutéreux à l'hôtel. « 239 balles la nuit, je peux te dire que... » On avait prévu de visiter la célèbre bibliothèque, mais... Là, c'est le stress, là. Nous étions tranquillement en train de visiter la vieille bibliothèque de Dublin quand l'hôtel nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient surpris 3 personnes en train d'essayer de voler nos motos. Donc là, on est en train de retourner à l'hôtel pour vérifier que rien n'a été volé. Voilà, suspense.
Autant vous dire que je n'arrive pas à marcher au même rythme que Nico, qui est très pressé de revoir sa moto en bon état. Les nouvelles ne seront bonnes qu'à 50%. La moto de Nico est intacte, ils n'y ont pas touché. Par contre, ils ont essayé de casser l'antivol de la mienne à l'aide d'une masse. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont bien dégommé le disque de frein. À partir de là, on a dû prendre une série de décisions dans un temps très rapproché. Une chose était sûre, la moto ne pouvait plus rouler. On avait notre ferry à prendre le lendemain si on souhaitait continuer le voyage, mais ça impliquait de laisser la moto ici derrière nous et de transvaser dessus une partie des bagages pour me laisser la place de monter derrière Nico. L'autre option était de me faire rapatrier en avion, mais ça signifiait que le voyage s'arrêtait là pour moi et que Nico rentrait seul en moto. On a donc choisi la première option, et au lieu d'aller passer la soirée dans le Temple Bar, on l'a passé à attendre le dépanneur en surveillant la moto pour éviter que les voleurs ne reviennent. Hein ? Ouais. Cette fois-ci, elle s'en va pour de bon. Et on sait pas où ni quand on la reverra. Au revoir petite CB500. À très bientôt, j'espère. Ah, et bien évidemment, en prime, on a dû aller déposer plainte au commissariat à 1h30 du matin. Le réveil le lendemain matin avait un goût d'autant plus amer, et ça m'a fait très bizarre de me retrouver en passagère. À la base, on avait prévu de passer par les côtes du Pays de Galles pour descendre à Bristol. Mais à deux sur une moto, on a préféré faire 4 heures d'autoroute pour arriver au plus vite à destination. Allez, préparation mentale avant 4h40 de route, enfin d'autoroute, à deux sur la même moto. Si ça, Garance, c'est pas une belle preuve d'amitié, je sais pas ce que c'est. De toute façon, on n'a plus de tente, on peut plus dormir nulle part. C'est vrai. Bon, merci Garance au final. Pendant ce trajet, je vais m'endormir 2 fois. Mais qu'est-ce que ça fera du bien de voir une tête familière après toutes ces aventures. Pour l'anecdote, on a dû abandonner nos chaussures de ville dans l'hôtel car elles ne rentraient pas dans nos valises. Bien évidemment, on avait tenu Garance au courant de nos aventures, et en bonne amie qu'elle est, elle est partie nous acheter une paire de chaussures chacun. Le souci, c'est que Nico chausse du 47, donc la seule paire qu'elle a trouvée, c'est une paire de claquettes en 46 pour pas qu'il soit trop serré dedans. La visite de Bristol s'est donc faite en mode décontracté des pieds pour Nico. Et en prime, un bon fish and chips bien réconfortant comme on les aime. Les 3 jours qu'on passera là-bas seront pluvieux. Tellement pluvieux que ça inondera les routes autour de chez Garance et nous empêchera carrément de sortir. Du coup, on s'occupera comme on pourra. En mangeant. Ok, on me demande d'être hyper rapide. Je serai donc hyper rapide. T'es content ? Et toi, t'es contente ? J'ai faim. En geekant. En remangeant. Eh oh! En contemplant des œuvres de Banksy. En jouant aux artistes incompris. Allez.
En regeekant, On n'est pas censé aller manger un petit déj là? Bah si, mais moi je suis prête, je vous attends. Et toi, t'es habillée là? Oui. Ouais. et en re-remangeant. Encore et encore. Tu vois pourquoi mon écran il passe en mode jaune ici? La lumière elle est jaune de fou. C'est chelou. Toujours au même endroit, on change pas une équipe qui gagne. Le dernier jour, on a quand même réussi à se faire une balade dans Bristol. On avait planifié des musées, mais on était tellement morts qu'on n'a même pas eu la foi de faire la queue pour y entrer. Du coup, on a juste flâné dans les rues, et avec tout ce qui s'était passé quelques jours avant, c'était pas plus mal. On devait prendre la route à 15h30 maximum, car notre ferry partait vers 19h, et on avait encore 2h30 d'autoroute à faire pour arriver au port de Plymouth. Cette fois-ci, on n'avait plus qu'une seule moto, donc pas le droit à l'erreur. C'est le bateau qu'on n'a pas fait du coup. Ouais, toi t'en penses quoi du planétarium de Bristol et du mouvement des planètes autour du Soleil? Ah, je sais pas. Je suis pas hyper pour la thèse développée par Aristote à l'époque. Heureusement, le trajet se fera sans embûches, jusqu'à Plymouth, puis jusqu'à la maison. On rentrera la tête remplie de souvenirs, remplie de beaux paysages, de belles rencontres, de détente, mais aussi d'adrénaline, de peur et de doute. Je mettrai plus de 4 mois à obtenir le rapatriement de ma moto et son retour à la maison. Je vous passe les détails, mais vous vous doutez bien que la bataille avec les assurances a été rude. On n'a pas tout de suite réalisé tout ce qu'on avait cumulé pendant ce voyage. C'est dans un second temps qu'on a fini par éprouver de la fierté. La fierté d'avoir su faire les bons choix dans des situations qui, malgré les apparences, étaient quand même bien stressantes et qui se sont multipliées au fil de notre itinéraire. J'ai quand même subi 2 pannes et 1 tentative de vol en une quinzaine de jours, et ça ne m'a même pas enlevé le goût de vouloir repartir. Je dirais même que ça a boosté notre soif d'aventure, à tel point qu'on s'est lancé dans un tout autre projet, bien différent, mais tout aussi excitant. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de la chaîne a changé et s'appelle désormais Dabebler, toute direction en breton. Mais en attendant de vous en dire un peu plus, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi de près le récit de notre aventure, qui est sans doute le premier d'une longue série à venir.